le défi numérique. Je crois que le ton a été donné en matière de chiffres ce matin. Je t'entends pas, Christian. Vous m'entendez là ? Je pense que le ton a été donné ce matin avec Brice Ceinturier en matière de chiffres, confiance des entreprises retrouvées, rythme des réformes positives et positivement perçues, dynamique positive qui se retrouve même à l'étranger en termes d'attractivité. Donc je crois qu'effectivement on est à un tournant. On a un tournant que notre pays, et je pense que notre pays a un nouveau rendez-vous avec l'histoire de son développement économique et social. Celui de la numérisation qui, de mon point de vue, est un impératif pour ne pas rater, comme nous l'avons raté, celui de l'automatisation et de la robotisation. Alors quand on parle de numérique, on parle de quoi? On parle de cloud, de mobilité, de sécurité, d'analytique, d'intelligence artificielle, d'interactivité, de réalité virtuelle, de big data, de quantum computing ou d'ordinateur quantique. Pour apporter quoi? Pour apporter à la demande, pour apporter une réponse à la demande de consommation, d'usage, à la demande d'hyper-personnalisation et à la demande d'instantanéité de consommation des services. Et au service de quoi? Au service de secteurs de croissance que sont la mobilité, la sécurité, la santé connectée, les réseaux d'énergie, l'agriculture de précision, si je ne prends que ces quelques exemples. La France n'est pas le leader, loin de là, mais n'est pas non plus disqualifiée, et je crois que le gouvernement semble aujourd'hui placer la transformation numérique au plus haut sommet de l'État et au cœur de son agenda. C'est ce qu'a rappelé ce matin Bruno Le Maire en parlant de la nécessaire numérisation des PME, de sa volonté de faire croître des ETI pour la compétitivité interne, mais aussi pour l'international. Alors j'aimerais, avant qu'on s'engage dans la table ronde, poser quelques considérations préliminaires. Première, c'est que la révolution numérique est aussi une révolution culturelle. Et la France se doit de lever toutes les résistances en brisant les corporatismes qui ralentissent la transformation numérique de la société. Rien n'est plus agile et mobile que le numérique. La France, dans son tropisme culturel à vouloir contrôler, à vouloir réglementer, à vouloir taxer, doit se garder de prendre des initiatives solitaires qui seraient fatales à l'attractivité de notre pays. Cette transformation ne saurait être menée à bien sans, bien entendu, armer les hommes et les femmes pour, en termes de compétences, accompagner cette transformation, et la notion de job reskilling doit être au cœur des réflexions en cours sur la réforme de l'apprentissage et de la formation. Notre pays connaît aujourd'hui une embellie économique, je l'ai dit tout à l'heure, et semble s'engager sur la voie d'une croissance plus soutenue et plus durable. Le numérique, à cet égard, est un formidable booster. On pense qu'il peut avoir un impact sur 10 points de PIB. L'étude Accenture que nous avons menée simplement sur l'intelligence artificielle montre qu'on peut doubler la croissance du PIB à horizon 2035 partout en Europe, à condition de s'en emparer. Créer les conditions pour que notre pays ne passe pas à côté de ce nouveau grand rendez-vous, celui du numérique, tel est l'objet de notre table ronde. Merci beaucoup. Merci Christian Nibourel pour cette remarquable synthèse sur les enjeux de cette révolution qui aujourd'hui affecte tous les secteurs de notre économie. Je veux parler de la révolution du numérique. Vous avez fait le tour de cette question, l'enjeu qu'elle représente, les freins aussi qu'elle rencontre, cette révolution. Nous allons, nous, essayer maintenant, si vous le voulez bien, d'en examiner ce sujet sous différents aspects. Je les donne en 2 mots. Nous avons résumé ça en 4 défis. Le premier, la question de comment accélérer grâce au numérique la compétitivité de la France. Ça, c'est le premier défi. Le second, c'est ensuite comment instiller dans le tissu économique la culture du numérique, et on a vu que ce n'était pas toujours aisé. Défi numéro 3, améliorer l'écosystème de l'innovation et du numérique, notamment dans le domaine de la santé. Et enfin, dernier sujet que nous allons aborder, comment favoriser les alliances entre, d'un côté, les multinationales et de l'autre côté, tous ces écosystèmes universitaires, co-développement avec des entreprises, dans lesquels peut se déployer la révolution numérique. Voilà rapidement poser les 4 sujets que nous allons aborder d'ici moins le quart, je crois. Donc, on va commencer tout de suite, sans perdre de temps, avec la première question sur cette affaire de comment accélérer grâce au numérique la compétitivité de la France. Le peut-on? Dans quelle mesure? Et cette question, je vais la poser à Sébastien Missoff, président de Google France,
Évidemment, quand on dit numérique, on dit Google. Et donc, comment vous voyez cette question-là, l'amélioration de la compétitivité de la France, de la compétitivité, et puis peut-être aussi la question de l'emploi, parce que malgré tout, c'est quelque chose qui compte aussi. Merci beaucoup. Quelques mots juste pour commencer. Je suis une parfaite transition avec la discussion que vous aviez avant, puisque je suis arrivé il y a quelques mois des États-Unis, où j'ai passé les 7 dernières années à travailler pour Google dans la Silicon Valley, et je suis rentré depuis quelques mois. J'avais un peu l'impression que j'arrivais au dernier moment de cette transformation numérique et que la France était entièrement transformée et que j'étais là le dernier pour juste allumer le dernier compteur numérique et finalement réaliser que depuis quelques mois, on voit cette formidable accélération et j'ai un peu l'impression que depuis des mois, des années, on nous parlait de disruption, de peur. On a parlé de cette métaphore dans les écoles du petit Nicolas à qui on menace le bagne si on ne travaille pas assez. Et c'était un petit peu ça avec le numérique. Et aujourd'hui, une envie partagée de tous avec la conviction que cette transformation dont on parle est aussi une opportunité de réinventer des business models et de renforcer la compétitivité de la France. Alors, l'opportunité est claire. On parlait de ces 10% du PIB. Il y a un certain nombre de chiffres. Aujourd'hui, il y a un paradoxe français avec plus de 80% des Français qui achètent des produits en ligne, seulement 16% des entreprises qui vendent des produits en ligne. Une grande opportunité sur l'aspect du business en France. Une opportunité en termes d'emploi. Il y a aujourd'hui plus de 50 000 emplois à pourvoir. Et puis, il y a une opportunité en termes de compétitivité. Aujourd'hui, la France est le 16e quand on regarde le niveau de digitalisation des pays en Europe et la conviction que nous avons l'opportunité dans les années qui viennent de revenir dans le top 10 et que cette accélération va contribuer à la compétitivité de la France. Alors, les 3 grands enjeux pour arriver et pour contribuer à cette transformation sont d'abord et essentiellement l'éducation. On a vraiment aujourd'hui la conviction que c'est par l'éducation qu'on va y arriver, apprendre à tous à mieux comprendre ces outils du numérique. Et dans cet esprit-là, on a lancé il y a quelques mois une initiative où on a décidé d'aller former 70 000 personnes dans plus de 100 villes. J'étais à Caen vendredi dernier, on attendait 2000 personnes, plus de 6000 personnes sont venues. Il y a une envie totale de tous de mieux comprendre ces outils. Et c'est vrai pour les étudiants, pour mieux comprendre comment avec Internet ils vont trouver un job. C'est vrai pour des PME qui comprennent les outils, pour mieux connaître leurs audiences, pour pouvoir exporter. Et puis c'est vrai pour les utilisateurs de tous les jours, pour faire en sorte que tout le monde comprenne bien les outils aujourd'hui. Donc un énorme enjeu de formation. Et puis un enjeu de formation, je parlais des utilisateurs, pour faire en sorte qu'on ne recrée pas une nouvelle fracture. On parle maintenant de cette fracture numérique, avec 5 millions de Français qui comprennent mal les outils aujourd'hui. Et cette digitalisation forcée doit se faire au profit de tous et donc travailler aussi avec ces organisations. IMAUS en France aujourd'hui parle de ces 5 millions de personnes qui ont du mal à naviguer à travers ces nouveaux outils et on travaille avec eux sur un certain nombre d'initiatives pour faire en sorte que tout le monde ait accès à ces formations et comprenne mieux les outils. Donc ça, c'est le premier grand enjeu. Le deuxième est l'utilisation de ces outils au quotidien. Quels sont-ils? Alors, on connaît les outils. J'espère que vous connaissez YouTube ou le moteur de recherche Google que vous utilisez, mais c'est aussi des outils comme ce que nous avons avec Market Finder pour des PME, qui leur permet immédiatement de voir, en fonction de leurs produits, de leurs services, quels sont les marchés où ils peuvent exporter, trouver des nouvelles audiences et se développer. Donc, vraiment traduire ces outils du numérique en propositions très claires pour chacune des audiences et les accompagner dans l'utilisation de ces outils. Et puis finalement, le troisième sujet qui a été évoqué plusieurs fois aujourd'hui, qui est un état d'esprit, et je pense que c'est vraiment important, de la conviction partagée qu'on le fait pas parce qu'on est forcé, mais parce que c'est une opportunité de se réinventer et que le numérique, ce n'est pas juste un site internet, c'est pas juste recréer le business model tel qu'il était avant, c'est une opportunité de se réinventer. On voit ça, regardez aujourd'hui l'exemple d'un certain nombre de points de vente où les points de vente sont en train d'évoluer. C'est pas seulement l'endroit où on va acheter les produits, mais aussi on va les découvrir et on l'achètera peut-être en ligne et c'est des expériences qui se réinventent. Et notre innovation, notre capacité à avancer, à réinventer ces modèles sera clé pour renforcer la compétitivité de la France sur tous ces sujets. Merci beaucoup. Apprendre à tous, dites-vous, apprendre à tous les codes, la grammaire du numérique, c'est sans doute la question essentielle. Apprendre notamment à tous les salariés de la maîtrise d'outils qu'ils ne maîtrisent pas toujours et dont souvent ils se disent « mais jamais je les maîtriserai ».
avec parfois le sentiment que se met en place une économie où finalement ce savoir numérique serait détenu par une minorité sans doute de plus en plus faible, alors qu'une immense majorité n'aurait pas accès à toutes ces questions, et donc aux emplois qui sont liés à ça. Corinne de Bilbao, vous êtes présidente et CEO de General Electric France. Je sais que vous êtes attentif à tous ces sujets dans votre groupe. Comment vous abordez-vous cette question-là? Alors, ça marche, oui, très bien. Alors, je voudrais peut-être repartir un peu d'une vision un peu macroéconomique, parce que Christian parlait de troisième révolution industrielle. En fait, tu parlais de révolution industrielle. Avec la digitalisation, on est entré dans la troisième révolution industrielle. Et c'est vrai que c'est une opportunité pour la France. On a quelque part raté la révolution de l'Internet de consommation. Il ne faudrait pas qu'on rate celle-ci. Donc c'est une opportunité de croissance et une opportunité de productivité aussi. Avant de pouvoir instiller et d'acculturer nos organisations sur le digital, il faut qu'il y ait quand même cette prise de conscience qu'il y a cette opportunité de croissance. Aujourd'hui, si on arrivait à accélérer le digital dans nos entreprises françaises, on pourrait multiplier par 2 la croissance de ces entreprises-là. L'autre chose, c'est quand on interroge les salariés qui travaillent dans des entreprises qui ont accéléré dans le domaine du digital, 50% d'entre eux sont satisfaits de la culture d'entreprise. Donc c'est un élément très important de regarder cette opportunité comme une possibilité de croissance. C'est aussi une possibilité de productivité et de faire regagner à nos entreprises leur compétitivité. C'est ça qu'il faut aussi faire comprendre à nos salariés. On est aujourd'hui dans les domaines industriels. Quand on regarde la productivité des domaines industriels par rapport au domaine de la consommation, on était plutôt sur un chiffre de productivité, des productivités à un chiffre, alors que dans le domaine de la consommation, c'était plutôt 2 chiffres. On appelle ça un peu le pouvoir du 1%, c'est-à-dire que 1% de productivité dans beaucoup de nos industries va pouvoir avoir des externalités positives très importantes. Je vous donne juste un exemple dans le domaine de l'énergie, puisqu'on est très actif dans le domaine de l'énergie. Si on est capable aujourd'hui d'améliorer d'1% l'efficacité énergétique des centrales thermiques en Europe, on va pouvoir dégager 13 milliards d'euros de productivité sur les 15 années à venir. Donc cette prise de conscience est importante vis-à-vis de nos salariés, parce que c'est aussi l'idée que dans beaucoup de nos secteurs, on va pouvoir, grâce à la digitalisation, positionner nos entreprises. On prend le domaine aujourd'hui de la transition énergétique. Transition énergétique et digitale vont très bien ensemble, puisqu'on est capable aujourd'hui, si vous prenez des fermes éoliennes, en pouvant connecter toutes ces fermes éoliennes entre elles, on est capable de prendre des décisions en temps réel, en fonction de la météo, et d'améliorer ainsi la productivité de nos actifs. Donc ces exemples-là sont des exemples concrets dans nos industries. Maintenant, la question posée, c'est comment fait-on pour intégrer l'ensemble des salariés? Alors, je crois qu'il y a 3 choses qui sont importantes. La première, c'est qu'il faut trouver dans l'entreprise des agents de changement. Parce que ça commence toujours par des agents de changement. Donc, nous, on a travaillé en mettant en place des ambassadeurs du digital. Et ces ambassadeurs du digital ont été formés, ont été acculturés au digital et repartent dans leurs organisations pour prendre conscience de cette culture digitale à l'ensemble des salariés. Donc, les ambassadeurs digitales, c'est très important. Ensuite, ce qui est important, c'est la vitesse, parce que la transformation est très très rapide. En fait, c'est une des révolutions qui nous surprend tous, parce que c'est une révolution beaucoup plus rapide que celle qu'on a pu connaître. Donc, on a mis en place des plateformes digitales ou des MOOC, c'est-à-dire des Massive Online Open Course, où vous pouvez effectivement vous former en fonction de vos compétences. Et puis, ça donne aussi une idée de quel est le niveau de compétence des salariés, et ainsi on peut améliorer la formation et l'adapter par rapport à ces salariés-là. Et la troisième chose qui est importante, c'est qu'il faut arriver, en particulier dans le domaine industriel, à donner des exemples concrets. Parce que nous, ce qu'on a pu constater, on a tout un secteur d'activité qui travaille sur le digital et qui en fait est centré sur le développement d'applications digitales et de plateformes, qui cohabitent avec un secteur industriel. Et la vraie question, c'est comment on fait travailler ces gens-là ensemble. Alors, un des exemples que j'aime prendre, c'est qu'on a fait venir nos patrons de sites industriels dans notre centre de software à Paris, avec leurs problèmes concrets, leurs problèmes de qualité, leurs problèmes de processus industriels. Et on leur a demandé de s'asseoir quelques jours, 3 jours, pour travailler sur ces problèmes-là avec des data scientists, avec cette génération Y. Et en fait, de la méfiance qui était au départ une méfiance de la part des industriels en se disant « bon, je ne sais pas très bien ce que ces geeks vont m'apprendre sur mes industries », et des geeks en question qui se posaient la question de « je ne sais pas très bien ce que je vais pouvoir apporter à des gens qui ne comprennent pas l'Internet »,
En les faisant travailler ensemble, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de développer des solutions très très concrètes, en 3-4 jours, qui pouvaient avoir des impacts directs dans leurs usines, dans leur atelier de production, dans leur centre d'ingénierie. Donc je crois qu'il y a effectivement la stratégie, la compréhension de pourquoi on le fait, la mise en place des ambassadeurs, de plateformes pour arriver rapidement à former l'ensemble des salariés, et ensuite il faut travailler sur des cas concrets, parce qu'il faut amener chacun à comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans mon travail quotidien. Alors justement, Jacques Mulbert, d'un mot très court, comment vous voyez-vous cette problématique-là? Comment faire pour ne pas laisser sur le bord du chemin une partie des salariés qui n'y comprennent rien, n'ont pas envie et n'arrivent pas à suivre finalement? D'accord, donc bon, ABB a lancé très récemment une plateforme digitale. Vous êtes président d'ABB, pardon, excusez-moi, qui est un leader des technologies numériques pour l'industrie. Oui, pour l'industrie et l'énergie en général. Donc, on a lancé récemment, il y a 18-20 mois, une plateforme digitale qui a un impact fondamental sur notre business model. C'est-à-dire qu'il y a un très très grand nombre de salariés de chez nous qui, à très court terme, vont devoir soit être capables d'évoluer pour changer fondamentalement la manière dont ils exercent leur métier, soit nous allons avoir un problème. Et ce problème est notre responsabilité. Donc, je pense qu'une des choses fondamentales, au-delà de ce qu'a dit Corinne, c'est notre capacité à planifier finement l'évolution de nos métiers. Alors, je veux pour cela prendre un exemple. Une des évolutions significatives qu'on voit dans nos métiers, c'est qu'on va de moins en moins chez les clients pour faire du service, et on fait de plus en plus du service à distance à travers des plateformes digitales. Donc, je prends un exemple parmi d'autres sur nos robots. Donc, nos robots sont maintenant truffés de capteurs qui envoient à travers le cloud des données qu'on reçoit et qu'à travers des systèmes experts, on peut examiner de sorte qu'on puisse remplacer tout ce qui est la maintenance préventive, c'est-à-dire que planifier des campagnes de maintenance qui sont fort coûteuses par de la maintenance prédictive, où on n'arrête que quand c'est nécessaire. On peut aussi, en fonction de ce que demande le client, optimiser ses opérations. Évidemment, quand on a lancé ces services, on s'est demandé qui va-t-on mettre devant les ordinateurs pour répondre aux clients, pour proposer ces différents services à nos clients. La seule réponse à laquelle on est arrivé, c'est ceux qui comprennent quelque chose. Et ceux qui comprennent quelque chose, c'est ceux qui étaient sur le terrain avant. Donc on est passé d'une problématique où on avait des techniciens avec un tournevis sur le terrain, j'exagère un peu et je vous prie de m'en excuser, à une problématique où on les a formés, ça a pris longtemps, pour être capable d'interagir à distance, de manière digitale, de réagir à des données et pouvoir apporter la valeur à nos clients. Donc, au-delà de ce qu'a dit Corinne et qui est tout à fait vrai, je pense qu'il faut aussi qu'on planifie finement l'évolution de nos métiers et qu'on planifie des campagnes de formation qui sont des campagnes qui sont lourdes, mais dont on ne pourra pas s'abstraire. Bruno Erard, vous êtes directeur de la communication de MSD France, du laboratoire. Vous êtes dans le domaine de la recherche et de la recherche médicale. Est-ce que ça sont des problématiques auxquelles vous êtes confrontés? Le digital? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, on n'a pas d'hologramme parfait chez MSD, et donc Cyril Chiver ne pouvait pas être là aujourd'hui, et donc j'essaie de le remplacer plus ou moins avantageusement. Je crois que dans le digital, au-delà de la recherche, il y a déjà un aspect qui est important quand on est dans le domaine de la santé, c'est la part du rêve. Hier, il s'est passé quelque chose en France, au-delà de la triste actualité qu'on ressent tous, c'est une première mondiale. Vous avez un chirurgien dans un hôpital, à l'hôpital Avicenne, qui a posé une prothèse de l'épaule en s'aidant de lunettes de réalité augmentée, réalisées par Microsoft, qui lui ont permis de superposer sur son environnement chirurgical des images, des hologrammes d'os en 3D. Et donc, vous pouviez suivre cette opération hier en temps réel, une patiente de 82 ans, et vous avez 2000 personnes qui ont suivi cette opération. Donc, c'est dire si le numérique dans le domaine de la santé est un formidable levier d'efficience, d'optimisation et de rêve. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'en France, le secteur de la santé, il est sous pression. On a une augmentation forte des dépenses liées au vieillissement de la population, je ne reviens pas là-dessus, mais vous avez depuis quelques années une contrainte très forte en termes de régulation qui fait que le niveau des dépenses de santé est contraint par une régulation économique très forte. Et cette régulation économique très forte, elle pèse sur tous les acteurs et en particulier sur des industriels pharmaceutiques. Et c'est pour ça que le numérique, le digital, est pour nous, acteurs privés,
un formidable levier d'optimisation dans le système. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et je trouve que ce que nous a dit Axel Tessandier tout à l'heure était très intéressant sur ce point, on s'en sortira dans le secteur de la santé par la collaboration et le décloisonnement. C'est d'ailleurs une des priorités que la ministre Agnès Buzyn a pris à bras-le-corps depuis sa nomination. Et sur ce sujet du décloisonnement et de la collaboration, le numérique est vraiment un levier formidable. Je vais juste prendre un exemple pour illustrer mon propos. C'est l'exemple des données de santé. La France dispose d'un gigantesque gisement de données de santé. Aujourd'hui, tous les acteurs de santé sont producteurs de données de santé. Les médecins, les patients, à travers les réseaux sociaux, les payeurs, naturellement. La base de données de la CNAM est une des bases de données les plus importantes au monde. Le régulateur et, naturellement, les industriels de santé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas développé ni la valeur, ni les usages pour optimiser ces données de santé. Car ces données de santé, elles amènent vraiment une efficience réelle dans le système de soins. Prenez l'exemple de l'évaluation du médicament. Aujourd'hui, l'évaluation du médicament, il est fondé sur une évaluation clinique liée aux essais cliniques que les laboratoires pharmaceutiques mènent. Or, aujourd'hui, on ne demande plus à un médicament. On demande vraiment de vérifier la réalité, l'efficacité du médicament en vie réelle, de vérifier l'adhérence du patient, comment le patient observe son traitement, de vérifier aussi comment le traitement est administré par le professionnel de santé, qu'il exerce en individuel ou qu'il exerce dans un établissement ou en pratique groupée. Et malheureusement aujourd'hui, du fait d'un certain archaïsme ou d'un manque de confiance du régulateur, on n'a pas cette confiance qui nous permettrait d'exploiter, évidemment en respectant toutes les barrières et les critères. Vous voyez bien que dès qu'on touche à des sujets liés aux données, il y a des sujets éthiques très forts, juridiques, voire technologiques, mais en fondant le système sur une confiance plus forte et en réunissant les acteurs, tous les acteurs, qui sont donc des acteurs producteurs de données de santé, on pourrait parvenir, comme le font d'autres pays, à une optimisation vraiment importante dans le système de soins. Alors justement, puisqu'on parle de santé, Sébastien Missoff, je vais vous redonner la parole, parce que là, on vient de voir un acteur qui vient du domaine de la recherche médicale et qui met le numérique au service de cette ambition-là. Mais vous êtes un acteur du numérique, et je crois savoir que Google a des ambitions dans le domaine de la recherche médicale. Est-ce que vous êtes en train de marcher sur les brisées de votre voisin ? Pas du tout. Vous nous rassurez. Aujourd'hui, ce qui se fait donc, chez Google spécifiquement, c'est vraiment développer un certain nombre d'outils qui sont partagés avec des marques, avec des groupes qui utilisent ça. C'est le cas de l'intelligence artificielle, de TensorFlow, qui est l'outil d'intelligence artificielle que Google a développé et qui est ce qu'on appelle en open source et qui peut être développé par tous. Donc aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe sur la partie de Google. Il y a quelques années, Google a changé sa structure et est devenue une structure qui s'appelle Alphabet. Et à l'intérieur d'Alphabet, la maison mère de Google, il y a en effet une société qui s'appelle Verily, qui travaille sur un certain nombre de sujets, sur les données et sur les anticipations, sur le côté préventif, mais qui est assez balbutiement et qui n'est pas en concurrence avec ça et qui est dans la complémentarité et se fait avec des partenariats avec les grands groupes de pharmacie aujourd'hui. Alors on a parlé de santé, on a parlé de données. Tout à l'heure on parlait des freins culturels à l'acclimatation du numérique. Est-ce que cette question des données n'est pas un de ces freins culturels, l'inquiétude des consommateurs d'une part, et parfois des salariés, que leurs données soient collectées, utilisées sans qu'ils le sachent, et dans des buts qui peuvent les inquiéter. Christian Niborel, vous avez peut-être un mot à nous dire là-dessus, c'est des sujets que vous connaissez bien. Non, mais sur les données, il est clair qu'il y a effectivement un certain nombre de garde-fous à mettre en place, et ce qu'on appelle le GDPR est en train de le faire. Maintenant, les données des particuliers, quand vous achetez une balance connectée, vos données, elles sont où ? Elles sont dans le cloud. Ça, vous le savez peut-être pas, mais moi je le sais. Derrière, on fait quoi avec ces données ? Mais quand les gens le savent, ça leur fait pas toujours plaisir. On fait de l'analytique, et on fait des algorithmes, et puis on va vous conseiller sur la façon dont vous devez marcher, le nombre de pas que vous devez faire par jour, qui est quand même un nouveau critère. Avant, pour être en bonne santé, il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Maintenant, il faut faire 10 000 pas. Pourquoi 10 000 pas ? Parce que la montre, elle vous dit 10 000 pas. Puis quand vous avez fait les 10 000 pas, elle vous donne une médaille. Bon, ça, c'est la vie de tous les jours. Donc ces données, elles sont bien quelque part. L'enjeu, il est là. Non, mais c'est incroyable. Hein. Moi, je me baladais avec une montre connectée. C'était ça qu'elle faisait. Et quand
Bon, bref. Donc ce qu'il faut savoir, non mais ce qui est clair, c'est que les données, et tout le monde autour de la table le dira, les données vont exploser. Ce monde d'aujourd'hui se caractérise par quoi? Pas tellement par les nouveaux algorithmes de l'intelligence artificielle, du big data, du deep learning et tout ce qu'on peut, du soft IA, du hard IA. Non, ça existe déjà depuis 15 ans. Ce qui a changé fondamentalement, c'est la disponibilité des données. C'est-à-dire qu'on va émettre de plus en plus de données. L'IoT, l'Internet des objets, les vêtements, tout va émettre de la donnée. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a les capacités de stockage. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on a les capacités de traitement. Et c'est ça qui permet l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est permise par les données. Donc celui qui possède les données peut entraîner ses algorithmes, parce qu'aujourd'hui, les algorithmes sont entraînés, ils ne sont pas intelligents, ils sont entraînés. Et plus je les entraîne, plus effectivement ils rendent des services. Mais si je n'ai pas les données, je ne peux pas le faire. Donc l'avantage de Google, c'est que lui, il a les données, et qu'il a les masses de données, la puissance de calcul, et il peut entraîner ses... Donc il faut qu'en Europe, on ait effectivement une réflexion autour des données, pour savoir qui possède la donnée, comment on la monétise, comment on garantit effectivement la vie privée des gens, et comment on garantit que ces données ne seront pas mal utilisées. Ça, c'est un point fondamental. Par contre, nous, on se doit impérativement de rentrer dans cet univers des données, de l'intelligence artificielle, de l'IoT, dans cette transformation numérique, parce que c'est la seule chance pour nous. Non pas de faire jeu égal avec les GAFA, parce que ça, c'est pas le problème, mais c'est de dépasser les GAFA. L'enjeu, il est là, c'est de saisir l'opportunité du numérique, de l'intelligence artificielle et tout ce qu'on a dit derrière, pour aller un cran plus loin. Un cran plus loin dans quoi? Pas tellement dans l'industrie du futur, mais dans les usages du futur. C'est ça la clé. La clé, c'est les usages du futur. Comment je rentre plus rapidement que les autres, plus vite, plus fort, comment je prends le leadership européen des usages de demain en utilisant les données, parce que c'est ça. Hein, moi, je disais, pourquoi pas faire un ministère de la donnée, hein, on avait un ministère des matières premières à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est un enjeu clé. Le gouvernement semble en prendre la mesure, puisqu'il a nommé Cédric Villani pour faire un rapport dessus. Mais ce que disait Corinne est extrêmement juste. Il faut aller extrêmement vite. Parce que la différence entre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui, c'est l'accélération de l'arrivée de ces technologies et de ces usages. Quand vous pensez, puis je m'arrêterai là, je citais tout à l'heure, comme ça, au coin d'une phrase, le quantum computing ou l'ordinateur quantique. Mais aujourd'hui, Thierry Breton a fait une information, pas plus tard que la semaine dernière, sur l'ordinateur quantique. Nous, on met 50 millions de dollars par an là-dedans. Et Google fait la même chose. Donc ça veut dire que cette rapidité-là, il faut en prendre conscience. Et nous, on a une chance en Europe, c'est qu'on a énormément d'atouts, les mathématiciens, les écoles, les formations, les infrastructures. Il faut absolument capitaliser dessus, sinon on perdra la bataille du numérique, comme on a perdu la bataille de l'industrie. Non ? Bon, on peut peut-être la regagner avec le numérique, justement, c'est ce que j'étais en train justement. d'expliquer. Mais exactement, mais si tu veux, l'industrie c'est 12% du PIB, en Allemagne ça doit être combien ? 23, ouais. 23, bon, alors on peut essayer, on peut espérer arriver à 15, et ça sera déjà un effort colossal. Et il faut le faire, Mais ce que j'expliquais justement, c'était l'alliance du numérique et de l'industrie avec le pouvoir des données qui pouvait redonner de la compétitivité à nos industries. Et c'est une chance formidable de pouvoir justement réindustrialiser. Alors justement, ça nous permet d'arriver à notre troisième thème qui était, une fois qu'on a parlé de ces questions générales de principes, de paysage, d'écosystème général, d'entrer plus dans l'entreprise. Et comment l'idée était de répondre à cette question, c'est comment améliorer l'écosystème de l'innovation et du numérique. Et je voudrais insister et essayer de prendre, pour commencer, ce sujet parlant de la santé, avec vous, Bruno Erhard, et puisque, responsable d'un laboratoire de recherche, vous êtes exactement au cœur de cette problématique-là. Essayez de l'autre côté. Pardon. Pas de mal. C'est pas grave. C'est justement le défi de l'intelligence artificielle. Donc, au-delà de l'acculturation et du développement des compétences, qui est évidemment un sujet clé, et je ne reviens pas là-dessus, dans une industrie pharmaceutique, ici je prends le laboratoire MSD, donc filiale de l'américain Merck, on a la chance depuis plusieurs années d'avoir développé un certain nombre de solutions digitales. Donc on a vraiment introduit un mindset, un état d'esprit digital dans notre entreprise qui, au-delà des équipes concernées par ces sujets, a vraiment diffusé auprès des 1000 collaborateurs de notre entreprise. Et donc aujourd'hui, on veut aller plus loin. On a la chance d'avoir été investi par le siège, donc le groupe Merck aux États-Unis, d'une mission qui est d'être le marché accélérateur pour l'ensemble des filiales du groupe au niveau mondial. Le marché accélérateur dans le digital. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on réalise, on met en œuvre cette ambition ?
on procède par expérimentation. Autrement dit, dans le domaine de la santé, et c'est un sujet qui dépasse les frontières d'un laboratoire pharmaceutique, l'expérimentation est très importante. Et j'en reviens au sujet du décloisonnement et de la collaboration. L'expérimentation dans un laboratoire pharmaceutique, c'est par exemple un Living Lab. Donc je vais contredire Axel Tessandier qui nous disait qu'il n'y avait pas de Living Lab locaux et qu'on était dans une dimension globale. Au contraire, dans une entreprise pharmaceutique, compte tenu de la spécificité des systèmes de santé, qui sont encore régulés de manière nationale, vous devez vous adapter à ces contraintes locales. Et donc un Living Lab, quand vous mettez, si je prends l'exemple des MSD, on a mis en place 2 Living Labs, un en oncologie et un dans le diabète, où on réunit en fait l'ensemble des acteurs, donc les professionnels, en particulier les professionnels qui exercent en pratique regroupée dans des maisons de santé pluridisciplinaires, les sociétés savantes qui ont évidemment un rôle important en termes de guidelines et de recommandations, les représentants des patients, le pouvoir du patient aujourd'hui dans le domaine de la santé, et c'est lié naturellement à la force des médias sociaux, est clé. Au passage, regardez le système des anti-vaccins sur les médias sociaux est absolument ahurissant. Et puis, les payeurs. Aujourd'hui, les payeurs sont ouverts à travailler avec les acteurs dans la mesure où, encore une fois, on respecte les contraintes légales et éthiques. Il n'est pas question d'utiliser les données dans une vision de sélectionner tel ou tel patient, mais au contraire d'optimiser sa prise en charge et de faire en sorte qu'au bout du bout, le patient prenne le bon traitement au bon moment et que, évidemment, la prise en charge soit optimisée du point de vue financier. Donc voilà un exemple dans une entreprise de Living Lab qui réunissent l'ensemble des acteurs externes à l'entreprise et qui permettent en interne de faire venir des compétences nouvelles liées au métier du digital et qui surtout diffusent une culture interne extrêmement positive. Sébastien Bissoff. Donc sur ces 2 sujets, on a parlé aussi du sujet de l'éthique, on a parlé beaucoup de la partie sur les données. Nous avons la conviction qu'il y a vraiment le point le plus fondamental et de continuer à éduquer et d'expliquer et que les utilisateurs ne se sentent pas manipulés sur ces questions de données qui sont complexes. Et le point le plus important, c'est que les utilisateurs soient en contrôle des données qu'ils partagent et comment elles sont utilisées. Et ça, pour nous, c'est vraiment un des points fondamentaux. On parle beaucoup de données, on nous associe à ce mot chez Google. Chaque utilisateur, aujourd'hui, d'un produit Google peut avoir accès en un clic à un tableau de bord où vous pouvez choisir quelles données vont être partagées et comment elles vont être utilisées. On a eu plus de 100 millions d'utilisateurs qui ont utilisé ces solutions, et pour un certain nombre d'utilisateurs, c'est avoir des indications plus ciblées qui correspondent à leur profil parce qu'elles le souhaitent. Mais je crois que c'est vraiment important de continuer à faire en sorte que les utilisateurs soient en contrôle, sinon on va créer des monstres et des réputations qui vont freiner toute cette réflexion. Si on veut être absolument honnête, c'est vrai qu'aujourd'hui, les utilisateurs ne savent pas toujours quelle utilisation est faite de leurs données. Et c'est parfois un peu compliqué de s'y repérer dans les données qui vont être collectées et surtout de savoir comment ensuite elles vont être utilisées. Absolument. Donc c'était un problème en général et c'est la volonté des gouvernements de l'Union européenne à partir du mois de mai l'année prochaine d'avancer avec un certain nombre de recommandations et des nouvelles réglementations qui vont aller dans ce sens-là. Je pense en attendant, c'est à chaque marque, à chaque acteur d'Internet aujourd'hui d'être le plus précis possible et de faire en sorte que les utilisateurs aient le contrôle précis sur comment ces informations sont utilisées. En tout cas, pour que toutes ces solutions avancent, je crois vous en êtes tous d'accord, il s'agit de favoriser, c'est notre 4e sujet de réflexion, les alliances entre les grands groupes, les multinationales, et puis les écosystèmes, start-up, universités, entreprises de taille moyenne, où ces solutions peuvent être imaginées et développées. Jacques Mulbert, pardon de m'être trompé tout à l'heure. Pas de problème. Vous allez nous éclairer sur ce point. Oui, je vais essayer. Donc effectivement, de plus en plus, innover, c'est collaborer. Collaborer pour être agile, collaborer pour être rapide, et puis collaborer pour aller vers davantage d'expérience client. Et là, je voudrais vous donner un éclairage optimiste par rapport à ce que je vois et par rapport à l'image de la France dans le groupe auquel j'appartiens. La France présente un certain nombre de spécificités qui sont liées à des entreprises qui sont encore publiques ou partiellement publiques et qui ont des moyens de développement qui sont extrêmement importants et qui mettent de plus en plus
au service de la collaboration. Alors, je vais prendre un exemple dans un domaine dans lequel nous sévissons beaucoup, qui est celui de la transmission électrique, et une entreprise comme RTE, donc anciennement dans la constellation EDF. Si on compare RTE avec les entreprises sœurs des autres pays, RTE est une entreprise qui est extrêmement dimensionnée en matière de R&D, avec des moyens extrêmement lourds. L'innovation dans les autres pays vient principalement des fournisseurs. RTE a la volonté de bien davantage maîtriser son innovation. Cela étant, RTE a l'intelligence de ne pas le faire seul. C'est-à-dire qu'en réalité, il crée des plateformes de développement sur la base de choses qui sont bien définies et sur lesquelles ils ne sont pas prêts à faire des compromis pour faire travailler et challenger des partenaires de tous les pays. Et quand je regarde la réaction qu'un groupe comme ABB a par rapport à ça, finalement, c'est en France qu'on est le plus challengé technologiquement. Donc ça change un petit peu les choses. Vous pouvez le regarder aussi sous un autre aspect, qui est l'aspect des très gros laboratoires de recherche. Des gros laboratoires de recherche comme le CEA, comme l'INRIA, comme le CNRS, il y a peu de pays où ils ont cette ampleur-là. Et quand ces laboratoires se mettent de plus en plus à la disposition des industriels pour faire du co-développement, ça donne de nombreux accords de co-développement avec des entreprises de toute nature, y compris des entreprises étrangères. Et je reconnais qu'aujourd'hui, ABB négocie un très grand nombre d'accords avec ces laboratoires, bien plus que dans tous les autres pays. L'autre aspect qui, à mon avis, est très intéressant en France, c'est la diversité des collaborations. Elles peuvent être vraiment de toute nature. Donc on les a entre grands groupes, mais ça je dirais on les trouve partout. On les a aussi grâce au dynamisme de notre tissu de start-up. Et les collaborations prennent des formes qui sont de plus en plus diverses. Initialement, une start-up, ça s'achetait. Après, avec une start-up, on faisait du développement commun. Bon, maintenant, avec du start-up, on va trouver des solutions clients ensemble. Donc nous, on développe avec de nombreuses startups. Par exemple, une petite startup qui s'appelle UbiGreen, on a développé une solution pour faire des économies d'énergie dans 400 collèges. Ce genre de choses comme ça. Donc ce tissu extrêmement important de startups et la diversité des modes de collaboration est très attrayant. Puis la dernière chose, c'est les appels à projets. Et il y en a de plus en plus en France. Peut-être qu'il y a 3-4 ans, je n'aurais pas du tout tenu ce discours. Mais je trouve qu'il y a une évolution extrêmement significative. Et là, je vais juste donner un exemple qui finalement est aussi une première mondiale. Donc c'est un appel à projet de la SNCF qui s'appelle le projet Masséna. Un des gros problèmes dans la consommation d'énergie qu'on a dans le rail, c'est que l'énergie qu'on dissipe au freinage, on ne sait pas où mal la récupérer. Donc il y a un très gros enjeu à la récupérer. Si on en récupérait 95%, on pourrait économiser entre 5 et 20% d'énergie. Alors évidemment, c'est à la fois très électromécanique, mais très digital. Et la SNCF a décidé de faire développer, à travers un laboratoire indépendant qui s'appelle Ralenium, et un certain nombre de partenaires, dont nous sommes, des solutions pour expérimenter une sous-station qui puisse à la fois prendre le courant, le remettre sur le réseau, etc. Bon, ce type d'expérimentation qui existe par ailleurs sur des systèmes légers, des systèmes de tramway ou des systèmes de métro, mais qui sont des premières mondiales sur des systèmes lourds, sont effectivement des choses qui sont extrêmement attractives pour les entreprises étrangères que nous sommes en ce qui concerne le marché français. Donc finalement, ce dont je me rends compte de plus en plus, et là ça va vraiment dans le bon sens, c'est qu'il y a un écosystème en France qui est très divers et qui est reconnu comme étant de plus en plus intéressant par nos sièges. Corinne de Bilbao, ce sera d'ailleurs ma dernière question, puisque je sais que vous attendez tous l'intervention de Marie Eklund, que Christian Nibourel va nous présenter. Mais Corinne de Bilbao, est-ce que du côté de General Electric, vous pratiquez ce genre de collaboration? Oui, alors on a... Jacques a parlé des startups, donc effectivement dans notre centre de software, on incube des startups. On a lancé un grand concours l'année dernière sur 50 startups européennes, et parmi les 5 gagnants, il y en avait 4 qui étaient françaises, donc on est super fiers. Ça veut dire qu'en France, on a des startups qui fonctionnent très bien. Ça marche bien. Et d'ailleurs, souvent pour les startups, les groupes industriels, les grands groupes industriels sont en fait des accélérateurs parce qu'elles leur permettent aussi d'avoir accès à des marchés mondiaux. Le sujet quand même sur lequel je pense qu'il faut qu'on se pose beaucoup de questions et qui a été abordé ce matin,
c'est le sujet de la digitalisation des PME, des ETI en général. Parce qu'aussi bien on peut se réjouir que de l'accompagnement des startups, je crois qu'il y a un gros sujet là-dessus, qu'il y a un grand chantier pour l'État, mais que les acteurs publics ne pourront pas adresser seuls et sur lesquels les acteurs privés que nous sommes ont aussi un rôle à jouer. Alors, une des initiatives qu'on a prises, par exemple, nous, c'est d'inclure nos fournisseurs, nos partenaires dans ce processus de digitalisation, et on a fait des journées de d'acculturation digitale, où là aussi on leur demande de venir avec leurs problèmes et de se dire, au lieu de vous demander des efforts de compétitivité permanents, bon, on le fait parce que c'est un petit peu le job quand même, on va aussi vous aider à le faire, c'est-à-dire à digitaliser vos processus industriels, à intégrer la culture digitale dans vos entreprises. Donc je pense que les grands groupes ont aussi cette responsabilité, comme ils l'ont sur d'autres sujets, sur la diversité, sur l'intégrité. On met dans nos chartes aujourd'hui, avec les PME sur lesquelles on travaille, beaucoup de choses. Le digital, je pense que ça doit être aussi là-dedans. Donc c'est ce qu'on peut faire en tant que groupe industriel. Je pense que c'est un bon exemple. Mais ça reste quand même un sujet très très important en termes de, je crois que la plus grosse difficulté des PME, au-delà de la culture, qui est quand même, la culture diversité n'est pas encore dans nos PME, hein, je veux dire ça vient mais elle n'y est pas, c'est le financement. Le financement de la digitalisation dans les PME est un vrai sujet. Donc c'est quelque chose qui bien sûr est regardé, mais aujourd'hui les PME, quand ils ont avec les problèmes de besoin en fonds de roulement, ils vont adresser d'abord leurs priorités quotidiennes, qui va être les priorités de financement de leurs activités opérationnelles. Et le digital, ça passe après, c'est nice to be done, comme on dit en américain. Donc je pense qu'il faut se reposer la question de comment on peut intégrer à la fois le public, le privé, pour adresser ce sujet-là, qui est un sujet majeur. On ne peut pas avoir que des grands groupes industriels et des start-up. Alors, une minute pour Jacques Mulbert, qui veut dire un mot, mais après, il faut que nous rendions la parole. Je vous promets que ça va être très court. Donc, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Corinne. Je veux juste citer la dernière publication de la BPI, qui est extrêmement intéressante. Je lis le titre, parce que le titre en lui-même, il dit tout. Histoire d'incompréhension. Les dirigeants des PME et des ETI face au digital. Et les chiffres que donne cette étude sont intéressants. 47% des PME sondées estiment que le numérique n'aura pas d'impact sur leur business dans les 5 ans. Et seuls 20% des PME et des ETI s'y préparent. Donc c'est vrai que nous avons un grand rôle à jouer, nous, entreprises plus structurées, pour les aider à se digitaliser. Et ce dont on se rend compte quand on y va, c'est qu'il y a vraiment un saut quantique dans bien des cas, parce que la problématique de la digitalisation en est une, mais comme on n'a pas forcément automatisé ou robotisé, c'est les 3 sauts qu'il faut faire à la fois. Voilà ce que je voulais ajouter. Bon, alors maintenant, Bruno Erard veut ajouter un mot. Un mot très court. Dans le domaine de la santé, le sujet n'est pas tellement le financement, mais l'évaluation. Aujourd'hui, vous avez une multitude de start-up qui développent des solutions, qui accompagnent la prise en charge, etc. du patient. Et le gros problème pour faire émerger des champions nationaux, c'est l'évaluation. Autrement dit, aujourd'hui, on n'a pas de système législatif, légal, qui permet d'avoir une évaluation sérieuse en vie réelle et de donner ensuite, évidemment, la reconnaissance de l'innovation apportée à ceux qui apportent une réelle innovation. C'est un vrai sujet. Beaucoup de start-up partent à l'étranger pour développer ces techniques où elles sont beaucoup plus valorisées. Et malheureusement, la France a pris du retard sur ce sujet. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour ces interventions passionnantes et un débat trop court. Et je rends la parole à Christian Nibourel. Merci. Alors, comme on est en retard et que vous ne m'avez pas demandé de conclure, je vais quand même reprendre la parole pour conclure. Donc, je pense qu'effectivement, on est dans un sujet majeur. C'est un enjeu stratégique pour la France. Tu l'as dit sur les PME, tu l'as dit sur les grands groupes. Il faut aligner tout le monde. Il faut aligner la CNIL, il faut aligner les universitaires, il faut aligner le gouvernement, il faut aligner les grandes entreprises et les petites entreprises, les PME, le système universitaire, pour arriver à créer un choc qui soit véritablement un choc de numérisation. C'est peut-être le dernier espace qui nous permettra de regagner. Mais attention, il ne faut pas qu'on ait une approche qui est une approche par silo. Moi, c'est toujours ce que je redoute. L'approche, elle doit être systémique. On ne peut pas faire des lois sur l'organisation du travail et pas s'occuper du numérique. On n'aura pas de croissance. On ne peut pas dire d'un côté, je donne de la liberté aux entreprises, ça me détend de dire ça, hein. Je donne de la liberté aux entreprises pour les contrats courts parce que c'est maintenant les branches qui vont négocier les contrats courts dans les entreprises, puis de l'autre côté, on se fait une loi pour taxer les contrats courts. Là, on est dingue. On est dingue parce qu'après, on peut faire toutes les réunions qu'on veut, dire l'attractivité, c'est génial. Non, mais ça va nous péter à la figure. Ça va nous péter à la figure parce qu'on ne va pas faire l'emploi. Donc le seul endroit qu'il faut faire, c'est une approche systémique complètement décloisonnée sur le numérique et comprendre que c'est l'enjeu. Chère Marie Eklund. On met lunettes.
Du monde du numérique, où tout va si vite et où l'agilité et la réactivité sont des qualités majeures, vous êtes une figure emblématique. Et la promptitude avec laquelle vous avez répondu favorablement à notre invitation pour remplacer au pied levé Mounir Majoubi, qui a été empêché et s'en excuse, en est la démonstration. Alors une figure emblématique, oui, mais qui a conservé simplicité et qui ne s'est pas d'offusquer que nous la sollicitions au dernier moment. Telle est la marque des grands. Vous allez donc remplacer M. Majoubi, notre secrétaire d'État au numérique, à cette tribune, et lui succéder à la tête du Conseil national du numérique, ce qui présage, au regard des responsabilités qui sont aujourd'hui les siennes, un bel avenir. Que cette prestigieuse fonction vous échoie est légitime, vous êtes une figure de la French Tech, cofondatrice et coprésidente de France Digital, ainsi que du fonds Daphne, qui a obtenu de prestigieux soutiens comme celui de Xavier Niel, et dont l'ambition est de simplifier la mise en relation entre start-up et investisseurs. On a vu avec Corinne à quel point c'était important. Vous siégez aussi au conseil de prestigieuses sociétés de numérique telles Criteo, Parrot ou encore Showroom. Vous allez donc présider aux destinées du Conseil national du numérique, dont la mission est de conseiller le gouvernement, et vous venez d'assister à nos débats où nous avons insisté sur les actions qui nous paraissent prioritaires. Instiller dans tout le tissu économique une culture numérique, améliorer l'écosystème du numérique, faciliter les alliances entre nos sociétés et ceux qui œuvrent dans l'écosystème du numérique, engager une puissante action de job reskilling pour doter nos citoyens de hautes compétences numériques. Nous vous invitons donc à réagir à nos réflexions et recommandations et nous dire si elles ont des chances d'être portées par le Conseil que vous allez présider. Marie, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour la dernière chose, je ne serai pas en capacité de le dire parce que, vu que toutes les positions du Conseil national du numérique sont portées en étant votées à la majorité, je serais bien, bien mal à l'aise de vous dire ce qu'il en sera. Mais bon, en tout cas, à titre personnel, il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui résonnent. La première d'entre elles étant que, quand on regarde même la composition de cette table ronde, qui est censé être exclusivement sur le numérique, on voit bien qu'il y a des gens qui viennent du monde de la santé, du monde de l'énergie, du monde de l'industrie, du monde... Bref, le numérique aujourd'hui est partout et ce n'est plus la peine de le dire. Et ça, c'est un grand progrès. Et en fait, ça veut juste dire qu'on est dans une phase de maturité de cette transformation numérique qui est supérieure à ce qu'elle était avant. On a commencé par un premier cycle qui était finalement de réintermédier un peu les industries qu'il était facile de réintermédier, donc tout ce qui est distribution, ce qui est médias, etc. Mais on arrive aujourd'hui à une étape différente qui est de se dire finalement aujourd'hui le numérique transforme toutes les industries, transforme également la société. C'est une vague très profonde de transformation et c'est à cela qu'on assiste. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit même que les acteurs qui viennent uniquement qui viennent du numérique, qui sont nativement numériques comme Google, eh bien voient leur stratégie de développement aussi dans ces secteurs-là. Ils font des choses dans la voiture, des choses dans la santé. Donc on est vraiment maintenant dans cette phase-là. Et à titre personnel, moi, quand je vois les startups qui viennent me pitcher maintenant, ça fait 15 ans que je suis dans le métier, donc j'ai vu l'évolution. On est sur ce type de sociétés qui vont mélanger à la fois du hardware et du software, qui vont aller s'attaquer à des projets dans la santé, dans l'environnement, dans l'industrie, qui vont avoir au sein de leur équipe des complémentarités en termes de compétences, mélanger un médecin, unir plutôt un médecin avec un ingénieur au sein d'une équipe de fondateurs. C'est des choses qui sont nouvelles. Et c'est des choses qui sont très intéressantes parce que ça montre bien qu'on est maintenant dans cette phase de diffusion complète du numérique et que le défi numérique, du coup, on n'a pas le choix, il faut le prendre, c'est maintenant. Ce qui est intéressant de noter, je rebondis sur ce que Christian disait, c'est que pour y arriver, du coup, ce que ça implique en sous-entendu, c'est qu'il va falloir que les gens se parlent et se comprennent. C'est-à-dire que dans un monde où on a été vers beaucoup de spécialisation, là on va avoir besoin de gens qui ont des interfaces de communication et de mélanger les compétences numériques avec des compétences de spécialité très technique, très scientifique ou de créativité, etc. Donc le fait de pouvoir bâtir une culture commune est essentiel et on a besoin de gens qui sont curieux et en capacité de réunir et de rapprocher les mondes. Donc ça, d'un point de vue... c'est une tendance inverse de ce qu'on avait.
Donc c'est important de se dire que finalement, à la fois dans les sujets d'éducation, à la fois au sein même des entreprises, arriver à faire communiquer des gens qui historiquement ne se parlaient pas va être essentiel. Qu'en termes de parcours à la fois universitaire ou professionnel, la pluridisciplinarité, la curiosité, la communication va être clé. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que quand on voit le type d'acteurs économiques dont on parle à la fois d'auto-entrepreneurs, de start-up, de TPE, de PME et de grands groupes. Donc ça n'épargne personne. Donc c'est une transformation profonde du tissu économique et qui a du coup des impacts qui sont transverses, à la fois en termes d'organisation du travail. On est aujourd'hui dans un monde où finalement ce n'est plus le produit qui est au centre de l'entreprise, c'est l'utilisation qui va en être faite, qui génère des transformations de modèles économiques, qui génère des transformations même de comment est-ce qu'on arrive à comprendre l'usage qui en est fait et l'intégrer dans nos processus de décision. Donc on change complètement la manière dont les organisations sont construites. Et ça, ce sont des choses qui sont indépendantes de la taille des entreprises. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du coup beaucoup de bonnes pratiques à comprendre, mais on a assez peu de rôle modèle dans la manière dont cette transformation a pu être faite sur des organisations qui avaient un mode assez traditionnel de fonctionner. On le voit dans les startups, mais comment est-ce qu'on peut arriver à faire basculer d'un modèle à l'autre? C'est plus compliqué et c'est intéressant de voir et d'observer la manière dont les différentes entreprises s'y prennent et de tirer des profits de leurs expériences et des leçons qu'elles ont pu tirer en positif ou en négatif de ces expérimentations-là. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on rentre dans une phase où les entreprises doivent se remettre en question, c'est-à-dire qu'à la fois en termes d'organisation, mais comme il y a une compétitivité accrue, il y a un besoin d'innovation accrue, et donc comment est-ce qu'on fait finalement pour y répondre? Et l'une des réponses, c'est le financement, c'est l'investissement. On est dans un cycle économique où on a besoin que nos entreprises, que ce soit des startups, mais aussi des grands groupes, des PME, etc., retournent dans une phase d'investissement pour arriver à se transformer numériquement. Et là, c'est un sujet qui, historiquement en Europe, et ce n'est pas uniquement un cas français, est très compliqué puisqu'on a construit une économie où les gens se financent par de la dette. C'est-à-dire que typiquement, une PME, quand elle a besoin d'argent, elle va aller voir son banquier en lui disant prête-moi de l'argent. Mais prêter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir du chiffre d'affaires à court terme qui rentre assez vite. Donc on ne peut pas investir à long terme, on ne peut pas faire des innovations de rupture, on ne peut pas transformer complètement une entreprise sur un financement par de la dette. Et donc, il y a un grand sujet structurel qu'il faut avoir en tête, qui est parallèle à la transformation numérique des entreprises, qui est le financement de notre tissu économique. Et aujourd'hui, il n'est pas adapté à un cycle dans lequel on doit retourner dans une phase d'investissement lourd, parce que quand vous regardez l'épargne des Français, elle est en fait très conséquente, mais elle n'est pas tournée vers l'économie réelle. Elle est investie dans beaucoup d'autres choses, mais la part dédiée à l'économie réelle est très faible. Et il va falloir se poser la question de comment on peut repenser la fiscalité de l'épargne ou même les régulations autour de ces types de produits financiers pour que finalement on mette, nous, citoyens français, au service de la reconstruction de notre économie et de notre base d'emploi, un bout de notre épargne pour que ce soit globalement efficace. Donc il y a un vrai sujet sur à la fois cette transformation du travail, mais aussi cette transformation du mode de financement de nos entreprises. La dernière chose dont je voulais parler sur cette idée que ça touche toutes les entreprises, ça reste sur cette notion dont vous avez parlé, qui est de dire il faut c'est systémique. En fait, systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi que les gens se parlent. Donc, à la fois à l'intérieur des entreprises, mais aussi entre acteurs économiques. Et c'est vrai qu'on est très siloté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les startups parlent très peu aux grands groupes, les chercheurs dans les labos de recherche parlent très peu et aux grands groupes et aux startups, les PME, les ETI dans tout ça, c'est pareil, bref, chacun est dans son coin. Donc, si on veut arriver à créer cette notion d'écosystème, il faut changer les mentalités aussi là-dessus.
Et notamment, moi je cite toujours, il y a plusieurs manières de faire de l'innovation. Il y a une manière qui est d'en faire en interne, mais quand on regarde typiquement des sociétés comme Google derrière moi, des grosses innovations comme YouTube, comme Android, ont été des acquisitions de start-up. Il y a aussi cette réflexe qui n'est pas européen, qui est de se dire on peut acheter de l'innovation, on peut acheter des start-up, et c'est quelque chose qu'on peut avoir en tête quand on repense sa stratégie de développement. Et sur ça, je citerai juste pour que vous ayez en tête l'ampleur du chantier. BPI France a fait... Non, c'est French Tech et BPI, je ne sais plus. Enfin, je crois que c'est French... Ça a été porté par la French Tech et sans doute les deux. Mais bon, vous m'excuserez si je fais une erreur. En tout cas, il y a une étude très récente qui a montré qu'en termes d'achat, il y avait 0,2% du budget achat qui était dédié aux startups, quoi. Donc il n'y a pas de relation commerciale où vraiment c'est infinitésimal entre grands groupes et start-up. Fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est que ça ne va très rarement au-delà d'un POC, c'est-à-dire une tentative de relation, mais qui n'est pas déployée. Après, un autre sujet qu'il faut avoir en tête sur la partie économique, c'est que l'économie numérique est une économie qui favorise les sociétés qui arrivent à mettre en place des effets de réseau, favorise la taille. Et donc c'est ça qui fait que finalement on construit des géants. Il y a vraiment ce côté winner takes it all qui est très fort dans l'économie numérique. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'économie française, bien, ce que vous voyez, c'est que les 40 plus grosses sociétés, donc le CAC 40, a 105 ans d'âge moyen. Et qu'en Europe, au sens large, la plus grosse des startups qu'on ait réussi à créer, Spotify vaut 8 milliards de dollars aujourd'hui, Google en vaut 700 milliards. D'accord ? Donc, on n'a pas la bonne échelle. On a un chemin, on a un ascenseur de croissance qui est fondamentalement cassé. Google a 20 ans, hein, moins de 20 ans. Donc, cette notion-là fait que structurellement, nous ne créons plus de champions qui soient des champions en capacité de devenir des leaders mondiaux dans une économie numérique. Donc ça, c'est une question qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement aujourd'hui une question d'arriver à faire des startups qui valent 1 milliard, ce n'est pas le sujet. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et se poser les questions de comment on recrée cet ascenseur-là. Et l'un des points fondamentaux pour y arriver, c'est l'Europe. C'est-à-dire que quand moi je finance des startups américaines versus des startups européennes, la grande différence fondamentale entre ces deux types de sociétés, c'est qu'il y en a une qui peut atteindre la masse critique sur son marché local et pas l'autre. Et ça, c'est valable qu'on soit né à Paris, à Londres, à Berlin, à Barcelone, partout en Europe. Donc tant que nous n'aurons pas construit l'Europe, justement, avec cette harmonisation à la fois d'un point de vue business et d'un point de vue réglementaire qui permet à nos entreprises d'atteindre la masse critique sur leur marché local, eh bien, nous aurons beaucoup de mal à arriver à construire ce type d'acteurs. La deuxième chose, et ça là-dessus je pense que nous avons vraiment des atouts en Europe, c'est qu'il faut investir dans... Le numérique est une économie d'usage. On va chercher les gens dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle. On va directement en contact. Et on a cette notion de, finalement, on veut construire des leaders internationaux. Parce que même si vous n'y allez pas à l'international, les gens viennent. Donc en termes de qualité de service, en termes de qualité de produit, c'est à ce niveau-là qu'il faut se situer. Du coup, se pose la question de est-ce qu'il y a des avantages naturels pour une start-up, pour une entreprise, à être née en Europe qu'elle n'aurait pas eu si elle était née ailleurs ? Et en fait, quand on se pose cette question-là et qu'on la lie à cette notion d'économie d'usage, on se rend compte que finalement, ce qu'il faut regarder, c'est l'ADN des sociétés européennes. Et quand vous regardez ça, vous vous rendez compte qu'il y a 3 gros piliers sur lesquels on arrive assez bien à cartographier les grands succès du numérique. Le premier, c'est qu'en Europe, on pense collectif. Donc ça se voit dans la qualité des infrastructures, dans le fait que ce soit télécom, transport, énergie, dans le fait que quand on pense éducation, santé, assurance, on pense de manière inclusive pour tout le monde, ou dans le fait que l'économie collaborative est beaucoup plus utilisée en Europe qu'ailleurs. Airbnb, c'est 60% de son usage en Europe. Enfin, on a cette notion en Europe de faire société. Le deuxième grand pilier, c'est la qualité de vie. On cherche des équilibres de vie entre vie privée et vie professionnelle en Europe qui sont beaucoup plus poussés et qui développent des industries comme le tourisme, la culture, tout ce qui tourne autour de la gastronomie, un sentiment exacerbé autour de la privacy. Et le dernier pilier, c'est ce qu'on pourrait appeler l'inventivité, pour dire qu'il y a à la fois le côté créatif, la mode, le luxe, toutes ces industries-là, mais aussi un savoir-faire d'ingénieur historique.
Et en fait, si vous essayez de faire un peu le même exercice sur les États-Unis, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas du tout sur les mêmes sujets. Ils sont sur la productivité, beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens travaillent mieux au sein d'une entreprise, qu'on optimise la performance de chaque rôle à l'intérieur de l'entreprise, comment on utilise la data pour prendre des meilleures décisions business. Deuxième grand pilier, qui est un peu le pendant du collectif, qui est tout ce qui est empowerment. Donc, on va arriver à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, on va se défendre à titre personnel au niveau de la nation, on va optimiser son temps. Donc, il y a cette notion qui est un peu le pendant du collectif, qui est vraiment au contraire de cet épanouissement personnel. Et le dernier pilier, c'est le entertainment, avec Hollywood en mer nourricière de tout un écosystème de réalité augmentée, réalité virtuelle, animation, grands médias, etc. Donc, c'est une vision du monde, mais je la cite pour dire que finalement, ce qui est important quand on veut créer des leaders internationaux, c'est de comprendre ce dans quoi on est bon. Et dans le numérique, ce qu'il faut comprendre, ce sont les usages. Donc, il faut partir de là. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est en s'appuyant sur nos forces qu'on arrivera à recréer ce parcours de croissance au sein d'un marché qu'il faudra avoir redéfini au bon niveau. Évidemment, vous l'avez cité, ça passe par l'éducation, la formation. Je ne vais pas revenir beaucoup dessus. La seule chose sur laquelle je voudrais insister, il y en a deux. La première, c'est que c'est l'expérimentation. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une question d'acquérir de nouveaux types de compétences, c'est une culture d'apprendre à se tromper, à itérer, à recommencer et à continuer à apprendre tout au long de sa vie. Donc ça, c'est extrêmement important et ce n'est pas du tout la manière dont on a pensé notre système éducatif aujourd'hui, qui est très top-down, où là, on a plutôt besoin que les gens fassent, que les élèves, ils doivent faire, ils doivent expérimenter eux-mêmes et le code, finalement, ça n'est que ça. C'est une manière d'apprendre à itérer, à se tromper, à expérimenter. Donc, il y a beaucoup d'autres manières de le faire. Et la deuxième chose sur laquelle et donc cette curiosité, puisqu'on va avoir besoin de gens qui sont en capacité de faire le pont entre plusieurs mondes, entre plusieurs compétences, entre différents types de personnes. Donc, oui, alors voilà, la deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est qu'on est dans un monde où quand ça bouge autant, quand il y a autant de questions en l'air, on a besoin de revenir à des fondamentaux. Donc toute cette dimension éthique doit vraiment être au cœur aussi de l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. Il faut savoir dans quel cadre on veut projeter le monde qu'on construit demain. Et ça, c'est important même qu'on se pose nous-mêmes la question. Et je finirai là-dessus. On parle de relever le défi numérique. Pour moi, il y en a un qui rend la chose, en tout cas un défi à relever qui est tout aussi important, voire plus urgent, qui est le défi écologique. C'est essentiel qu'on arrive à utiliser finalement notre manière de répondre aux défis numériques pour cet objectif-là. C'est-à-dire que le progrès pour le progrès n'est plus une option aujourd'hui. On est dans un monde où on a montré qu'il y avait des ressources finies, où il y a des problématiques éthiques qui se posent déjà à cause du numérique. Moi, je rappelle toujours, il y a la première loi de la robotique d'Asimov, c'est un robot ne fera jamais de mal à un humain. On a des drones aujourd'hui qui tuent des gens et personne ne s'est jamais posé la question de savoir si c'était bien ou pas. Donc, repenser un cadre écologique, by design, éthique et social dans la manière dont on va transformer notre économie et notre société est, à mon sens, indispensable afin d'arriver, parce que la question, c'est finalement le monde qu'on veut construire. Je veux dire, dans l'absolu, la croissance des entreprises, ce n'est pas le vrai sujet, c'est est-ce que les gens vivent dans un monde qui est juste, qui est durable, où les gens sont en sécurité et où les gens sont heureux. Donc le vrai sujet, c'est de poser nos objectifs, d'utiliser finalement nos atouts et pour arriver à y répondre et de répondre, à mon sens, à ce défi-là en parallèle. Je vous remercie.